Inspiration. Salut à tous, vous vous apprêtez à écouter notre nouvel épisode, un starter pack sur l'écologie. Vous allez voir, on va parler des enjeux climatiques, de l'environnement de façon plus générale, et je crois que mon micro a pris les choses un petit peu trop à cœur, car vous allez l'entendre dans l'épisode, l'enregistrement est de mauvaise qualité, on a l'impression que je suis un poisson, et que je suis enfermé dans un aquarium. On a cependant décidé de garder cet épisode tel quel, car ce ne sont pas des épisodes écrits et les échanges que l'on a avec Gaëtan sont plutôt intéressants pour comprendre les enjeux qu'il y a derrière cette thématique. Il aurait été donc dommage de réenregistrer l'épisode et de rejouer finalement ces échanges. Je suis le seul concerné par cette mauvaise qualité dans cet épisode, Gaëtan a été un excellent élève et son micro a parfaitement fonctionné. Quoi qu'il en soit, j'arrête avec mon disclaimer, je vous laisse avec cet épisode et je suis sûr que vous saurez l'apprécier malgré ce petit détail. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration. Aujourd'hui, un nouvel épisode du Starter Pack et on a choisi, avec Gaëtan qui est avec moi, Salut Jules. le thème que l'on a choisi aujourd'hui pour ce Starter Pack, c'est tout simplement l'écologie. Vous ne savez peut-être pas par où commencer, on entend tout et n'importe quoi sur le sujet, donc on s'est dit qu'on pouvait vous faire une petite sélection de livres sur l'écologie, l'environnement, pour pouvoir introduire la thématique. C'est ça, exactement. Quand on a lancé le concept du starter pack, moi, c'est le sujet qui m'était venu à l'esprit en premier. Et je trouve que c'est un super concept. Et donc, on a fait un épisode sur les dystopies déjà. Et voilà, on revient aujourd'hui dans un épisode sur l'écologie. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Et Gaëtan, à toi l'honneur. Dis-nous le livre que tu as choisi pour parler de ce thème qu'est l'écologie. Écoute, le premier livre que j'ai choisi, Jules, j'espère que c'est pas un livre que tu avais prévu de présenter. Le livre qui m'a le plus marqué dans l'écologie et qui est le plus intéressant, je trouve, quand on démarre pour comprendre les enjeux actuels, c'est L'âge des low-tech de Philip Biwix. Ok, c'est pas ce que j'ai choisi, donc on est bon. On est bon. Alors, en fait, j'ai trouvé ce livre parce que je parlais déjà écologie avec des potes, etc. Et on m'a souvent parlé des low-tech. Et l'image que j'avais des low-tech, c'était des ingénieurs, c'était un nouveau mouvement d'ingénieurs qui se mettaient au low-tech. Les low-tech, en fait, c'est un concept qui vise à utiliser une technologie basse, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va prendre des technologies qui ne sont pas très développées, mais qui font exactement la même chose. Je vous prends un exemple de low-tech. Vous avez un hachoir pour cuisiner. Vous avez des hachoirs maintenant où vous branchez ça hache automatiquement, il y a les petites hélices qui tournent, etc. et ça hache votre viande. Vous avez aussi des hachoirs où vous tirez une corde qui vous permet de faire rouler le hachoir, la corde revient, etc. et vous faites un peu un yo-yo avec votre bras. Alors forcément, ça fait mal au bras, mais ça consomme beaucoup moins d'énergie qu'un hachoir électrique pour faire exactement la même chose. Alors, je dois t'avouer que je m'attendais pas à ce qu'on parle de hachoir dans cet épisode, mais effectivement, juste pour peut-être une toute petite précision, low-tech par opposition à high-tech, et effectivement, c'est l'idée de stopper cette fuite ou cette poursuite vers l'avant sur les technologies en ajoutant toujours plus de fonctionnalités qui finalement qui ne viennent pas nécessairement servir à la fonction première de l'objet que l'on considère. On a par exemple la question des fours solaires. Les fours solaires où on va en fait avoir des constructions qui vont concentrer les rayons du soleil en un point donné pour permettre avec la chaleur des rayons de faire cuire tout un tas de choses. Et donc toi, tu as lu ce bouquin de Philip Biwix, tu as expliqué un peu d'où il sortait, etc. Et pourquoi, selon toi, c'est une bonne lecture pour quelqu'un qui voudrait comprendre les sujets environnementaux? Alors, c'est une bonne lecture déjà parce que pour moi, Philip Biwix, c'est une référence dans le domaine et surtout en France, puisque en fait, c'est un ingénieur et auteur du coup français qui est assez connu pour toutes ses réflexions et notamment des travaux qu'il a pu réaliser sur l'écologie et les ressources naturelles. Et moi, ça m'intéressait en fait de comprendre le point de vue d'un ingénieur sur le réchauffement climatique, donc quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, beaucoup plus expérimenté. Philippe Biwix, il est diplômé de l'école centrale à Paris et il a travaillé dans plein de secteurs industriels déjà. Voilà, il a beaucoup d'expérience et il partage son savoir dans les écoles, dans des conférences et il a parlé des low-tech. Et moi, ça m'a
ça m'a intrigué. Et en fait, j'ai aussi ce petit côté ingénieur où je voulais savoir qu'est-ce que c'était l'âge des low-tech et qu'est-ce qui se cachait derrière, tu vois, tous ces petits clichés, entre guillemets, du mec qui fait du vélo avec son mixeur attaché derrière pour se faire un smoothie, des choses comme ça. Et je souhaitais en découvrir plus et comprendre tous les concepts cachés du low-tech, sachant que je travaille aussi dans l'informatique et donc on a beaucoup cette propension à rajouter de la technologie tout le temps, tout le temps, tout le temps et utiliser la technologie comme une solution. Et donc l'idée, c'était de pouvoir me cultiver un petit peu sur ces horizons-là. Alors, deux remarques. La première, j'espère bien que tu as toujours ce côté, je cite, un petit peu ingénieur, parce que tu es quand même ingénieur à la base. Oui, Et évidemment. deuxième chose, peut-être une question juste avant que peut-être on continue sur le deuxième ouvrage. Est-ce que toi, tu parlais là de ton taf, est-ce que ça a changé quelque chose dans la façon dont tu abordes ton taf? Parce que typiquement, l'âge des low-tech, enfin les low-tech de façon générale, c'est une approche plus globale. Biwix, il est connu pour ces sujets-là, tu l'as dit, en particulier pour ses travaux sur la raréfaction des matières premières et notamment des métaux rares. Il y a aussi une approche plus globale de la sobriété dans son ensemble et ça peut passer par les usages du numérique, mais aussi de la façon dont sont conçues les applications, les plateformes, ce genre de choses. Comme c'est un domaine dans lequel tu travailles et que tu viens de le citer, est-ce que toi, cette approche, cette connaissance, ça a influencé ton travail à ce niveau-là? Alors déjà, je souligne un mot que tu as utilisé, qui est la sobriété, qui pour moi est vraiment hyper important et qui représente très bien cette idée de l'âge des low-tech. C'est que la sobriété, c'est le fait de faire simple quelque chose qu'on pourrait très facilement faire compliqué. Et on parvient au même résultat ou au moins un résultat équivalent en faisant sobre plutôt qu'en faisant high-tech, entre guillemets. Et dans mon travail, c'était hyper important parce que j'ai lu ce livre-là à un moment où je faisais un projet sur le Green IT. Donc le Green IT, c'est l'idée de faire des démarches écologiques dans l'informatique essentiellement, puisque l'informatique est un très gros générateur de pollution. Et en fait, l'âge des low-tech, il a permis de décortiquer toute cette problématique technologique qui permet de répondre à la question pourquoi la technologie, ça pollue. Et comme tu l'as très bien dit, Philip Biwix, il est spécialisé dans tout ce qui est ressources naturelles et les limites liées aux ressources naturelles. Et en fait, c'est ce qu'on comprend grâce au livre et que j'ai compris du coup dans mon enjeu Green IT au niveau de l'informatique, c'est que plus de 50%, 60% de l'empreinte carbone d'un produit, c'est uniquement sa fabrication. Et en fait, quand on pense à ça, quand on pense aux voitures électriques, quand on pense à racheter un nouveau téléphone tous les ans, quand on pense à acheter des ordinateurs neufs, on pense au fait que le coût de la fabrication, c'est la plupart des émissions en fait d'un produit. Et donc le fait d'avoir des serveurs, le fait d'avoir toutes les infrastructures physiques, ça remet en question en fait la façon de consommer l'informatique en règle générale. Et le fait que au plus on utilise de ressources, au plus on fait tourner des serveurs, au plus on a besoin de matières premières. En fait, on est un peu dans cette boucle sans fin, entre guillemets. Ouais, Et c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert et compris, en tout cas, grâce à l'âge des low-tech. ok. Précision peut-être effectivement sur Philippe Biwix, on l'a évoqué, il est finalement assez spécialiste de la question des ressources. Euh, Philippe Biwix, à l'heure où on enregistre ce podcast, il est directeur général de l'AREP, qui est une agence qui fait du conseil, qui est une filiale de la SNCF et qui fait des projets d'urbanisme et de réhabilitation, notamment d'un certain nombre de fonciers, de projets immobiliers qui étaient anciennement des propriétés de la SNCF. Pourquoi je parle de ça? Parce que le site de l'AREP, dans la démarche justement, je vais pas dire éco-conception, mais low-tech plus largement, le site internet de l'AREP, que vous pouvez aller consulter si ça vous amuse, est un site qui, dans son idée, a été pensé pour pouvoir être un site internet low-tech. En bas de la première page de la page d'accueil, il y a de mémoire un indicateur du poids de la page internet et en fait dans sa démarche d'éco-conception qui est déployée aussi par les services
que font la REP, et je précise qu'on n'est pas sponsorisé par la REP. Le site internet a été pensé pour être léger tout en permettant une certaine facilité d'accès. Donc on a un peu cet enjeu sociétal d'accessibilité, mais aussi pouvoir tout simplement servir en tant que site internet comme vitrine de ce que fait la REP. Voilà, c'était juste une petite précision. Et donc AREP, c'est AREP, ça veut dire architecture, recherche, engagement, post-carbone. Voilà pour l'âge des low-tech, et je pense que c'est le moment de découvrir le deuxième livre qui a été choisi par Jules. Du coup, Jules, quel est le livre que tu as choisi de présenter dans ce starter pack écologie? Moi, j'ai choisi un livre qui, pour le coup, ne sera pas un livre qui parle de climat. J'ai voulu un sujet un petit peu différent. J'ai choisi un livre qui parle de biodiversité. Tout comprendre, ou presque, sur la biodiversité. C'est un livre qui a été coordonné, dirigé par Philippe Grandcolas et qui a été illustré par Claire Marc et qui a été édité au CNRS, aux éditions du CNRS. J'ai pris un livre sur la biodiversité parce que les sujets climatiques, on en a en foison des livres, donc c'est intéressant, on aurait pu en choisir aussi, on en choisira sans doute. Mais la question de la biodiversité est une question qui est encore plus complexe que celle du climat, dont on parle beaucoup moins et qui est un petit peu moins médiatisé, alors même que le sujet de biodiversité est impacté par le climat, mais que quand bien même nous réussirions à solutionner le problème climatique, si on ne solutionne pas le problème qui est lié à la biodiversité, eh bien ça ne servira à rien. Très bien. Déjà, super intéressant d'avoir un livre sur la biodiversité, donc quelque chose de spécialisé, mais de différent quand même de l'âge des low-tech. Mais comment t'en es arrivé en fait à lire ce livre-là? Comment tu l'as trouvé ce livre? Moi, j'ai une formation sur les sujets environnementaux, donc déjà c'est plus simple pour moi d'avoir une sensibilité sur ces sujets-là parce que c'était ou ça a été pendant au moins une partie de ma formation le cœur de mes sujets à moi. Sur ce bouquin en particulier, si tu veux, il y a Bon Pote qui est un média de sensibilisation sur les sujets justement climat environnementaux qui avait sorti il y a quelques années un livre qui s'appelle Tout comprendre ou presque sur le climat et le CNRS s'est dit qu'il pouvait être intéressant de faire le pendant de ce livre-là sur la biodiversité. J'ai lu le livre sur le climat évidemment par conscience professionnelle on va dire, mais le sujet de la biodiversité, j'ai pas de formation académique sur le sujet, je me suis auto-formé. Cela étant dit, j'ai voulu approfondir et j'ai donc forcément pioché à droite à gauche sur les thématiques et sur les sujets qui pouvaient m'intéresser propres à la biodiversité. Maintenant, ce livre-là, tu as évoqué le fait qu'il soit spécialisé, j'ai envie de dire oui et non. Parce qu'en fait, le vrai intérêt d'un livre comme celui-ci, c'est que toi, qui n'es pas spécialisé en biodiversité, moi qui ai plus de tendance sur les sujets environnementaux, ou même encore nos parents qui n'ont probablement pas de connaissances du tout sur ces sujets-là, peuvent lire ce livre sans aucun souci. C'est un livre qui a été construit sous un format où en gros on a 20 questions sur la biodiversité. Par exemple, qu'est-ce que la biodiversité? Comment on définit la biodiversité? Pourquoi parle-t-on toujours des mêmes espèces? Qu'est-ce qui fait disparaître une espèce? Voilà, il y a plein de questions et en fait, chaque question est expliquée, détaillée, etc., etc. Mais c'est vraiment une approche générique, c'est-à-dire que tu ne deviendras pas expert de la biodiversité en lisant ce livre-là. Par contre, tu vas avoir les grands enjeux. Tu vas avoir les grands enjeux et la façon même dont est écrit le livre, c'est pas un livre technique. C'est pas un livre avec plein d'informations, des pages et des pages qui sont tartinées. Et je pense que si ça avait été un livre de cet acabit-là, ça n'aurait pas été intéressant pour quelqu'un qui souhaite se sensibiliser sur le sujet. Là, on est sur un livre qui est vraiment prenable par n'importe qui, parce que il est extrêmement illustré, parce qu'il est écrit avec une police comme si ça avait été écrit à la main, etc. Bon, je suis pas forcément fan de la forme, on pourra en parler juste après, mais le but, c'est d'avoir vraiment les concepts clés, donc c'est technique en ce sens, sans pour autant, entre guillemets, abrutir notre lecteur avec tout un tas d'informations hyper denses, hyper techniques, hyper compliquées, qui fait que le lecteur qui voudrait initialement être sensibilisé se retrouve en sortant de sa lecture complètement perdu, complètement déboussolé. Et finalement, je pense que c'est un très bon livre pour cet aspect-là, c'est-à-dire que
quelqu'un qui s'y connaît sur un sujet donné, peu importe lequel, que ce soit là on parle d'environnement, mais ça peut être autre chose, ça peut être par exemple des maths, ça peut être des concepts en histoire ou autre. Il faut, selon moi, qu'il ait une compréhension et une maîtrise des fondamentaux qui soient absolument excellentes. Si je te prends une illustration, Feynman, qui est donc un grand physicien, etc., le mec, il a une pédagogie qui est phénoménale, il est capable de t'expliquer l'électromagnétisme en partant des concepts fondamentaux et en expliquant la physique avec les mains. Je pense que c'est la meilleure approche pour pouvoir maîtriser un sujet. Et avec ce livre-là, on a la possibilité d'avoir une introduction, évidemment il faut approfondir si ça nous intéresse, mais on a une introduction avec les concepts clés, avec finalement ce que l'on doit ressortir pour pouvoir comprendre les enjeux, pour pouvoir comprendre les difficultés qui sont liées à ce sujet-là. J'ai beaucoup parlé. Ouais, t'as beaucoup parlé. Je rebondis donc sur ce que t'as dit, puisque t'as cité Bon Pote. Bon Pote, qui est un acteur français assez important en tant qu'influenceur sur le climat, et notamment vous pouvez, je vous encourage à aller écouter leur podcast très intéressant et qui permet vraiment de découvrir les bases, en plus de lire évidemment les 3 livres du starter pack, mais qui permet de comprendre les bases de l'écologie. Et pour la partie tout comprendre sur la biodiversité, ou presque, dans l'idée, si j'ai bien compris, en fait, c'est des questions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la question qui t'a marqué dans le livre et potentiellement qui t'a dit, voilà, il faudrait que tout le monde puisse comprendre la réponse à cette question. Je vais le faire à l'envers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une question qui m'a le plus marqué parce que comme je le disais, j'ai déjà une sensibilité sur ces sujets-là de par ma formation originelle. Mais par contre, tu vois, dans les questions que j'ai citées, je te dis, il y en a une vingtaine dans le bouquin. On peut piocher un peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est progressif. C'est-à-dire qu'on part de qu'est-ce que la biodiversité, qu'est-ce que ça veut dire, pour arriver à comment l'économie peut-elle aider à la biodiversité. Et pour info, c'est intéressant parce que l'économie mondiale aujourd'hui, on a une part du PIB mondial, comme 50 à 55% du PIB mondial qui dépend plus ou moins directement de la biodiversité. Donc, tu vois, on a vraiment une courbe qui passe par tous les sujets. Si maintenant il y avait une question qui vraiment pourrait être un peu un teaser pour aller lire ce livre, c'est peut-être quel rapport y a-t-il entre la biodiversité et le climat? Parce que à partir du moment où tu connais les sujets climatiques, tu dis oh là là, faut vite réussir à solutionner le problème du carbone, Genève, c'est super. Quand tu commences à t'intéresser au sujet biodiversité, tu te rends compte qu'en fait le sujet climatique, quand bien même il est compliqué à solutionner, c'est en fait un problème absolument ridicule quand on compare à l'effondrement de la biodiversité. Et parmi les causes de l'effondrement de la biodiversité, il y a la question du climat. C'est l'une de ce qu'on appelle les 5 pressions sur la biodiversité qui entraînent son effondrement. Mais ce que ça veut dire, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt dans ma première partie, à savoir que quand bien même tu résous le problème du climat, si tu n'arrives pas à prendre en main et à gérer le problème de la biodiversité, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien, puisque de toute façon, la fin sera pas forcément la plus belle. Et en fait, il y a... Pardon, vas-y. En gros, ce que tu veux dire, c'est que, si je comprends bien, l'intérêt aussi de lire un livre sur la biodiversité, c'est que c'est un sujet auquel on pense pas systématiquement quand on parle d'écologie, et comme tu le dis, on vient se concentrer sur les émissions de CO2, la pollution, etc. Mais c'est uniquement un domino parmi tant d'autres qui vont tomber, et que le jour où on résout le problème de CO2, en fait, si toute la biodiversité s'est déjà effondrée, on va récupérer des conséquences qui sont très néfastes et qui vont nous impacter en fait de toute façon durablement. Je vais même aller plus loin et pour ça, je vais faire appel à Aurélien Barraud. Je pense que tu le connais. Aurélien Barraud, oui. C'est un astrophysicien, donc docteur en physique, il est aussi docteur en philosophie, etc. Et il est aussi militant pour les sujets environnementaux. Alors, on peut être d'accord ou non avec Aurélien Barraud. Par contre, il y a un point sur lequel c'est très intéressant. Son propos, c'est, selon lui, en fait, on se concentre sur le problème du climat parce que le problème du climat, c'est le problème le plus simple par rapport à la crise environnementale dans son ensemble. Le climat,
je caricature, mais grosso modo, le climat égale le CO2. Donc à partir du moment où on règle le problème du CO2, on a réglé le problème du climat. Alors évidemment, il y a plein d'implications en termes sociétal, économique, politique et ainsi de suite. Mais grosso modo, le climat, c'est un indicateur, c'est les émissions de CO2. Quand tu parles de biodiversité, c'est extrêmement plus compliqué que ça. Tu ne peux pas avoir un seul indicateur. Alors il y a des méthodos, là je rentre vraiment un petit peu plus dans le dur et dans le concret du sujet, parce que il y a des méthodos qui existent pour essayer de quantifier les effets, les impacts que une entreprise ou un produit peut avoir sur la biodiversité. Mais la biodiversité, elle est complètement dépendante de l'écosystème dans lequel tu te situes. La biodiversité à Londres, c'est pas la même chose que la biodiversité sur un arbre en Amazonie. C'est pas la même chose à Lille, ça n'est pas la même chose à Paris. Évidemment, tu peux avoir des similitudes, mais il y a une forte dépendance de la localisation et de toutes les interactions que tu as entre les espèces vivantes qu'il y a dans un milieu donné. Donc, comment tu fais pour avoir un indicateur unique pour tout ça? Tu peux pas. Tu peux pas, tu peux trouver des alternatives et essayer de rapprocher les choses, mais ce qui rend le problème de la biodiversité comme étant extrêmement compliqué, et ce qui peut-être aussi est l'une des explications pour lesquelles ce problème-là passe un petit peu à la trappe face à un problème comme le climat. Ok. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je souhaitais évoquer ce livre-là pour qu'on en parle un petit peu. Et tu disais justement que sur ce livre-là, il y a une forme qui est, selon toi, un petit peu discutable ou qui n'est pas forcément Alors, optimisée. là, on parle vraiment de goût personnel, c'est-à-dire que ce livre-là, il se veut vraiment pédagogique, didactique, pour pouvoir vraiment apprendre au fur et à mesure. Donc c'est un livre qui est illustré, comme je disais, en grandes questions. Ces grandes questions, elles sont ensuite détaillées avec plusieurs éléments de réponse, etc. Il y a plein de schémas, c'est plein de couleurs, plein de schémas. Et en fait, les auteurs ont même, pour les parties qui sont un peu plus rédigées, pré-surligné un ensemble de mots. Et en fait, c'est très bien parce que du coup, ça rend le truc un peu plus sympa, un peu plus vendeur que, comme je disais, un bouquin de 600 pages qui parle de la biodiversité et d'écologie. Mais par contre, c'est de la préférence personnelle. Je trouve que c'est un peu trop. Quand dans une phrase, t'as 12 mots qui sont surlignés, en fait, autant surligner toute la phrase ou alors ne pas faire ça. Et parfois, c'est un petit peu lourd. Et ce qui fait que tu sais plus quels sont les éléments vraiment clés sur lesquels tu dois te concentrer. Ça, c'est une préférence personnelle. Après, je pense que pour quelqu'un, encore une fois, qui ne connaît pas le sujet et qui souhaite s'y intéresser, ça peut être intéressant plus largement. Évidemment, il y a aussi des façons de répondre à certaines questions qui, moi, parfois, m'ont un petit peu dérangé, où on est plus sur des concepts idéologiques et des concepts sociologiques, plus que sur une sensibilisation sur la biodiversité. Bon, ça c'est vraiment de la vie personnelle à nouveau, mais ça reste un bon bouquin pour introduire en fait un sujet qui est compliqué, par lequel on ne sait pas forcément comment rentrer. Et donc c'est vraiment un livre qui peut être conseillé à tous ceux qui s'intéresseraient à cette thématique-là. Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est que donc dans la forme, c'est un livre qui se veut très pédagogique et potentiellement peut-être trop pédagogique pour des personnes qui sont déjà un peu familières avec les différents concepts. Et que parfois, voilà, ça aborde aussi certains concepts en particulier qui en font finalement un très bon livre starter. T'as un petit peu répété ce que j'ai dit, mais oui, dans l'idée, c'est de dire que ça en fait un très bon livre starter. Je te propose qu'on continue justement sur ce starter pack et que tu nous présentes le livre que l'on a sélectionné ou le travail que l'on a sélectionné de façon commune. Quel est-il, Gaëtan ? Eh bien, je pensais qu'on allait dire le titre en même temps synchro, etc. Mais je pense que ça va être un petit peu comme dur. C'est un petit peu cringe, mais bon. Tu veux qu'on le fasse pour te faire plaisir, on peut le faire. Tu veux qu'on compte jusque 3, on le fait ? Faut qu'on compte jusque 3, allez. 1, 2, 3. Le monde sans fin. Mais non, mais faut le faire en même temps. Ouais, mais je pense qu'il y a un décalage. On le refait. 1, 2, 3. Le monde sans fin. Ok, super. Donc, tu sais que je vais garder une partie de ce truc-là au montage, t'en es conscient ? On verra. Ah, ben je te le dis. Bon, vas-y. Je te fais confiance. Donc en effet, le livre qu'on a choisi de vous présenter tous les deux, et celui-là, on s'est mis d'accord dessus avant le début de l'épisode, c'est Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et illustré par Christophe Blain. Dis-nous en plus sur Le Monde sans fin.
Le Monde sans fin, c'est un livre pas comme les autres, déjà parce que c'est un roman graphique et on parle en règle générale très peu de romans graphiques dans Inspiration Podcast, mais c'est un livre qui est une vraie référence en écologie, vous en avez très probablement déjà entendu parler, à tel point que ce livre était le livre le plus vendu en France et le plus offert en France en 2022. Ah ouais, je savais pas. Et oui, et Le Monde sans fin, en fait, c'est un livre donc, qui a été écrit par Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc Jancovici, je vais le présenter, mais on le présente presque plus. C'est aussi un ingénieur qui a fait Polytechnique, donc un ingénieur français qui a travaillé pendant plusieurs années en fait en conseil dans plein de secteurs différents et qui s'est spécialisé en fait au bout d'un moment sur l'empreinte carbone en particulier et donc l'écologie de manière plus globale. Il a monté une boîte de conseil spécialisée dans les empreintes carbone auprès des entreprises. Il a monté une asso The Shift Project, qui a une asso à but écologique et à visée de sensibilisation auprès de la population sur les enjeux écologiques. Et il a fait aussi pas mal de conférences Ouais. dans les grandes écoles d'ingénieurs à Paris. Et ces conférences, notamment disponibles sur YouTube, et elles permettent vraiment d'illustrer très bien les enjeux écologiques vus par un ingénieur et décortiqués par Jean-Marc Jancovici. Et c'est dans cette lignée-là qu'il a décidé d'écrire un livre, donc Le Monde sans fin, qui est un roman graphique, comme on le disait, qui aborde le sujet de l'écologie dans un angle qui est différent justement des deux premiers livres, puisque cet angle-là, c'est l'énergie. On l'a choisi ensemble avec Jules, évidemment. Et donc, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas lu ce livre. Je n'ai pas lu ce livre, mais je t'ai dit oui quand tu l'as proposé pour une raison simple, c'est parce que je connaissais déjà le travail de Jean Covici. Comme je le disais, moi j'ai travaillé là-dedans pendant un certain temps, donc je connaissais le travail de Jean Covici depuis un certain nombre d'années. Jean Covici, on peut en dire beaucoup de choses, on peut critiquer aussi ses positionnements et parfois son biais d'interprétation et de compréhension d'un certain nombre de sujets et d'approches. On n'est pas là pour ça aujourd'hui, il y en a d'autres qui le font très bien. Par contre, moi j'ai dit OK pour ce livre-là, parce que Jean Covici, il a un avantage que tu as évoqué à l'instant, c'est que, grosso modo, il a une grande gueule. Et comme il a une grande gueule, ça en fait un très bon vecteur d'introduction sur les sujets de la dépendance aux énergies fossiles, et plus largement sur les sujets environnementaux après qui en découlent. Bah voilà, c'est déjà pas mal. Donc c'est pour ça que moi je me suis dit ça peut être effectivement une bonne idée sur ce livre-là, sachant que pour ceux qui ont déjà vu un certain nombre de ces conférences, je suppose qu'on retrouve à peu près les mêmes éléments dans la bande dessinée, puisque c'est juste un nouveau vecteur pour faire passer les mêmes messages. Gaëtan, toi qui l'as lu, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre-là? Eh bien, dans ce livre, en fait, on retrouve une approche qui est vraiment très pédagogique, hein. Comme tu le disais, dans le Starter Pack, l'idée, c'est vraiment qu'on vous propose des livres qui permettent de rentrer dans un sujet en tant que novice. Et Le Monde sans fin, il est très bien pour ça, parce qu'il est bourré d'exemples de la vie de tous les jours et couplé à des comparaisons qui sont hyper concrètes ou hyper symboliques. Je prends l'exemple de l'armure d'Iron Man qui est présente dès le début du livre et qui permet d'extrapoler un peu ou d'exagérer sur le fait que on utilise tellement d'énergie dans notre vie de tous les jours sans s'en rendre compte qu'en fait on est un peu des Iron Man avec tous nos gadgets, avec tous nos outils électriques, électroniques qui nous permettent d'améliorer notre confort de vie. Et Jean Covici nous fait réaliser à travers le livre que l'énergie qu'on dépense tous les jours, c'est déjà une bénédiction dans le sens où ça a complètement changé notre vie et que si on était encore dans les années 1800, même au début du XXe siècle, on passerait beaucoup plus de temps tous les jours à réaliser certaines actions qui maintenant sont faites grâce à l'énergie et au fait de trouver de l'énergie qui est condensée. Il donne des ordres de grandeur sur le pétrole notamment, où avec une petite goutte de pétrole, on est capable maintenant, via les moteurs, via tous les outils qu'on utilise, à réaliser du travail qui nous prenait parfois des heures ou des journées. Et donc maintenant, ça nous a permis vraiment de réaliser des énormes gains. Quand on prend l'exemple d'un four à micro-ondes, d'une machine à laver,
Finalement, ou d'une voiture, on se rend compte que l'énergie nous a permis de gagner énormément en productivité et en temps. finalement, le concept clé qu'il y a dans ce bouquin-là, c'est que grâce au développement des énergies fossiles, grâce à ce qui est devenu notre dépendance aux énergies fossiles, on a accédé à une typologie de confort de vie, et l'illustration et les nombreux exemples que tu cites permettent de se rendre compte, même là en ce moment on est en train d'enregistrer, on a notre micro, on a notre ordi, on est dans notre maison avec la lumière, etc. C'est de se rendre compte que derrière tous les usages du quotidien, tous les objets qui nous entourent, il y a une source d'énergie et que l'on peut comprendre le développement d'un mode de société, d'un mode de consommation à travers les flux énergétiques qui la composent. Exactement. Et en fait, pour aller encore plus loin dans ce que tu dis, Jean-Marc Jancovici, il insiste sur un biais cognitif qui est très présent et qui est responsable de beaucoup de conséquences dans un terme écologique notamment, c'est l'effet rebond. L'effet rebond, c'est un biais cognitif qui nous pousse à consommer toujours plus dès qu'on a une amélioration de la productivité. Si on reprend l'exemple de la voiture, comparée au vélo qui consomme beaucoup moins d'énergie, elle nous a permis de faire beaucoup plus de trajets. Elle nous a permis de faire des trajets beaucoup plus rapidement. Et en étant capable de faire des trajets beaucoup plus rapidement, en fait, on a tendance tout simplement à faire beaucoup plus de trajets parce qu'on a plus de temps et donc on va avoir cette opportunité-là. Prenez l'exemple, imaginez-vous quand vous étiez étudiant, quand vous étiez lycéen par exemple et que vous n'aviez pas le permis, vous ne pouviez pas vous déplacer en voiture. Sauf exemple parisien, puisque à Paris, on n'a pas forcément la voiture, mais prenez l'exemple avec le métro justement. Souvenez-vous des déplacements que vous faisiez quand vous étiez lycéen et du rayon d'action entre guillemets que vous aviez, qui était potentiellement le sport, l'école, la maison. C'était l'essentiel de vos déplacements. Et faites le bilan actuellement de tous les déplacements que vous faites et à quel point le fait de passer à un usage de la voiture régulier vous a permis déjà, dans un premier temps, de faire des déplacements beaucoup plus rapidement et donc vous a poussé inconsciemment à aller faire beaucoup plus de déplacements. Pour compléter là-dessus, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons. Effectivement, c'est le cas extrême de l'effet rebond, et grosso modo, c'est exactement ce que tu as décrit, c'est-à-dire qu'on va avoir des technologies qui devraient être plus efficientes en matière de consommation énergétique, mais ce n'est pas pour autant que la consommation énergétique globale diminue, bien au contraire. Et moi, j'aime bien illustrer ce concept avec un exemple qui pourrait être par exemple, ça c'est fantastique. T'inquiète, j'ai déjà fait pire. Un exemple qui pourrait être celui des boissons allégées en sucre. Au moment où il y a eu l'introduction des boissons allégées en sucre, les consommateurs se sont dit ah bah c'est trop bien, maintenant on peut en boire plus largement. Et en fait, leur consommation totale de sucre a augmenté, alors même que les boissons ont diminué en contenance de sucre, mais simplement la consommation globale d'ensemble a été plus importante. Et donc le résultat, c'est qu'il y a eu une augmentation de la consommation de sucre. Si je reprends le sujet des mobilités, on prend une voiture aujourd'hui, on prend une voiture dans les années 70-80, peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de faire des rassemblements de vieux véhicules, ce genre de choses. Quand ils envoient les gaz dans la voiture, ça pue de ouf. Et donc effectivement, quand on prend une voiture maintenant aujourd'hui, on se dit ah bah les émissions sont beaucoup plus faibles. C'est vrai, les émissions sont beaucoup plus faibles aujourd'hui, mais la question c'est celle de l'accessibilité aux véhicules. À l'époque, avoir un véhicule, ça n'était pas forcément quelque chose de l'ordre du commun, alors qu'aujourd'hui, bah il y a des familles où il y a 2, 3, parfois 4 véhicules pour que chacun puisse effectivement avoir son indépendance entre guillemets et puis puisse se déplacer sans dépendre de papa-maman. Ce qui fait que sur le système global d'un pays ou même d'un continent, voire même du système Terre, eh bien la consommation globale d'énergie associée au véhicule, quand bien même elle est plus inférieure par véhicule, au total, elle est bien plus importante. Et donc c'est pour toutes ces raisons, que ça soit la forme du roman graphique, que ça soit la pédagogie ou les idées de Jean-Marc Jancovici, que je trouve franchement que ce livre, c'est un très bon point de départ sur la question de l'écologie. Petit warning cependant, c'est que
il met un coup au moral. C'est un constat que j'ai fait sur beaucoup de personnes qui ont découvert Jean Covici à travers ses conférences notamment. Ça peut être un petit peu déprimant parfois de se rendre compte que l'écologie, elle est liée directement à la façon qu'on a de prendre pour acquis toutes les innovations qui nous ont permis de gagner en confort et qui peut créer de l'appréhension et de l'inquiétude sur le sujet quand on découvre les conséquences du réchauffement climatique qu'on est déjà en train de constater. Mais dans le monde sans fin, ça reste quand même une approche en douceur de l'écologie et donc une très bonne première étape. On arrive à la fin de cet épisode, je vous fais le résumé. On était dans le Starter Pack écologie, nous vous avons proposé donc 3 livres sur ces thématiques-là. Le premier, L'âge des low-tech, de Philippe Biwix, pour une approche de la technologie qui soit responsable, qui soit plus réfléchie. Le deuxième, Tout comprendre ou presque sur la biodiversité, pour un sujet sur la biodiversité. Et le troisième, Le monde sans fin, pour une approche sur des sujets énergétiques. Vous avez donc 3 thématiques, toutes liées à l'écologie. C'est un très bon starter pack, je pense. Vous devriez avoir beaucoup d'informations. On aurait pu choisir sans doute un certain nombre d'autres livres, en particulier sur les sujets environnementaux, parce qu'il y a de quoi faire, il y a des bouquins qui peuvent être mis en avant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire et n'hésitez pas à demander un deuxième épisode de cette série sur l'écologie. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous dire à très vite et à bientôt pour un nouvel épisode d'Inspiration. À bientôt. Inspiration.